Il a rompu bêtement avec sa bien-aimée. 25 ans plus tard, le millionnaire est resté figé en la voyant travailler comme chauffeuse de camion avec un jeune homme identique à lui. Il s'est approché et la pluie martelait le pare-brise de la Mercedes noire qui filait sur l'autoroute A61, quelque part entre Narbonne et Carcassonne. Louis Vernier serrait le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses yeux gris fixés sur la route qui s'étendait devant lui comme un ruban interminable. Encore une de ces crises, encore cette sensation d'étouffement qui le poussait à fuir Paris et ses bureaux climatisés pour se perdre sur les routes de France. À 46 ans, Louis Vernier était l'homme le plus riche de France. Son empire immobilier s'étendait de Londres à Milan. Ses projets faisaient la une des journaux économiques, et son nom était murmuré avec respect dans les salons parisiens. Pourtant, à cet instant précis, il n'était qu'un homme hanté par ses démons, incapable de rester en place plus de quelques jours sans ressentir cette angoisse familière qui lui nouait l'estomac. Le portable posé sur le siège passager vibrait sans relâche. Victoire. Sa femme devait encore s'inquiéter de ces fugues, comme elle les appelait avec ce mépris à peine voilé qui caractérisait leur mariage depuis 15 ans, un mariage de convenance, orchestré par leurs familles respectives, qui avaient rapproché 2 fortunes mais éloigné 2 âmes. Louis ralentit en approchant d'une aire de repos. Il avait besoin de respirer, de se dégourdir les jambes. Mais surtout, il avait besoin d'échapper à cette pensée qui le hantait depuis des semaines. Cette image qui revenait sans cesse. Sophie, Sophie. Il ferma les yeux, laissant défiler les souvenirs comme un film en accéléré. 25 ans déjà. 25 ans depuis qu'il avait pris la décision la plus cruelle de sa vie. Elle n'avait que 19 ans. Lui 21. Elle cousait des robes dans l'arrière-boutique de sa mère, rue de Belleville, pendant qu'il préparait son départ pour Harvard. 2 mondes que tout séparait, mais que l'amour avait réunis pendant quelques mois magiques. Il se souvenait encore de ses yeux noisettes qui s'illuminaient quand elle riait, de ses mains fines qui tremblaient légèrement quand elle l'embrassait, de sa voix douce qui murmurait « Je t'aime » comme une prière. Et lui, le fils de bonne famille, l'héritier promis à un avenir doré, il avait tout gâché. Nos mondes sont incompatibles. Sophie, mon avenir est à Harvard. Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un poison. Il avait vu les larmes perler au coin de ses yeux, mais il avait tenu bon. Sa famille avait parlé. Les convenances exigeaient. L'honneur des Vernier était en jeu. Il avait choisi la facilité, la lâcheté. Ce qu'il n'avait jamais su, c'est que Sophie portait son enfant, loin de là, sur la route qui menait de Toulouse vers Montpellier. Un camion rouge de 18 tonnes avalait les kilomètres dans un grondement régulier. Au volant, Sophie Caron, 44 ans, les cheveux châtains noués en queue de cheval, regardait défiler le paysage avec la concentration d'une professionnelle aguerrie. 25 ans de labeur l'avaient menée de la machine à coudre au volant de ce mastodonte. Et elle en était fière. « Maman, tu veux que je prenne le relais ?» La voix de Nolan la fit sourire. Son fils, 25 ans, était assis sur la couchette derrière elle, révisant ses cours de gestion. Toujours studieux, toujours prévenant, son trésor, sa revanche sur la vie, sa plus belle réussite. « Non, mon cœur, on arrive bientôt à Carcassonne. On fera une pause là-bas. » Nolan Caron était le portrait craché de son père, même si Sophie ne le lui avait jamais dit. Les mêmes yeux perçants, la même mâchoire volontaire, le même sourire qui faisait fondre les cœurs. Mais contrairement à Louis, Nolan avait grandi dans l'amour et l'humilité. Il connaissait la valeur du travail, respectait sa mère plus que tout au monde, et rêvait d'un avenir meilleur sans pour autant renier ses origines. « Maman !» Sa voix se fit plus hésitante. « Tu ne m'as jamais vraiment parlé de mon père. » Sophie serra imperceptiblement le volant. Cette question revenait de plus en plus souvent ces derniers mois. Nolan grandissait, mûrissait, et il était normal qu'il s'interroge sur ses origines. Mais comment lui expliquer qu'il était le fils d'un homme qu'il avait abandonné avant même de savoir qu'elle existait? Comment lui dire que son père était probablement devenu quelqu'un d'important, quelqu'un qui vivait dans un monde où il n'aurait jamais leur place? Ton père? Elle chercha ses mots. C'était quelqu'un de bien, tu sais. Mais nos vies ont pris des chemins différents. Il ne sait pas que j'existe. La question tomba comme un coup près. Sophie sentit sa gorge se serrer. 25 ans qu'elle portait ce secret. 25 ans qu'elle élevait cet enfant en se demandant si elle avait eu raison de ne rien dire à Louis. Mais comment aurait-elle pu? Il avait été si catégorique, si froid ce jour-là.
Nos mondes sont incompatibles. Elle avait compris le message. C'est compliqué, mon grand. Tout est toujours compliqué avec toi. Nolan soupira, mais sans méchanceté. Un jour, j'aimerais bien comprendre d'où je viens. Sophie ne répondit pas. Elle se contenta de fixer la route. Cette route qu'il avait vue grandir. Travailler, survivre. D'abord couturière comme sa mère, puis femme de ménage dans les hôtels quand l'atelier avait fermé, et enfin camionneuse quand il avait fallu subvenir aux besoins de Nolan. Chaque métier avait été une bataille. Chaque jour une victoire arrachée à l'adversité. Elle repensait souvent à ses premières années, quand Nolan n'était qu'un bébé et qu'elle jonglait entre 3 emplois pour joindre les 2 bouts, les nuits blanches, les fins de mois difficiles, les Noëls où elle s'endettait pour lui offrir le jouet qu'il désirait, mais aussi les premiers sourires, les premiers mots, les premiers pas, tout ce que Louis avait raté, tout ce qu'il ne rattraperait jamais. « Maman, regarde ça !» Nolan lui montrait son téléphone où s'affichait un article sur les jeunes entrepreneurs qui réussissent. Il rêvait de monter sa propre entreprise, de sortir du monde des transports routiers. Sophie l'encourageait, même si elle savait que ce serait difficile. Il avait l'intelligence, la détermination, mais il lui manquait le réseau, les contacts, le capital, tout ce qu'un père fortuné aurait pu lui apporter. « Tu y arriveras, mon cœur, tu as tout ce qu'il faut, grâce à toi. » Ces 3 mots réchauffèrent le cœur de Sophie. Oui, elle avait tout donné pour cet enfant. Oui, elle avait sacrifié sa jeunesse, ses rêves, ses chances de refaire sa vie, mais en voyant l'homme qu'il était devenu, elle ne regrettait rien. Le camion ralentit en approchant de Carcassonne. Sophie mit son clignotant pour indiquer sa sortie vers l'aire de repos. Elle avait besoin de faire le plein, de vérifier les sangles de sa cargaison, et surtout de boire un café. Cette route, elle la connaissait par cœur. Dans quelques heures, il serait à Montpellier, puis demain direction Lyon. La routine d'une vie nomade, mais une routine qui les faisait vivre. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Louis Vernier quittait lui aussi l'autoroute. Une impulsion subite, une envie de café, ou peut-être simplement cette force mystérieuse qui guide parfois les destins vers leur accomplissement. Il ne savait pas encore que dans quelques minutes, sa vie allait basculer. Il ne savait pas que le hasard, ou la providence, avait décidé que le moment était venu pour lui de payer ses dettes envers le passé. Sa Mercedes noire glissa silencieusement vers l'aire de repos, croisant sans le savoir la route d'un camion rouge qui transportait le plus précieux des trésors, l'amour d'une mère et les rêves d'un fils qui ignorait encore qui il était vraiment. L'aire de repos de Carcassonne Sud baignait dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi d'octobre. Louis gara sa Mercedes à l'ombre d'un platane et coupa le moteur. Le silence soudain fit ressortir le bourdonnement de l'autoroute toute proche et le chant des cigales qui s'accrochaient aux derniers rayons de soleil. Il descendit de voiture, étira ses membres ankylosés et inspira profondément l'air tiède du Languedoc. Combien de fois était-il passé par ici? Combien de pauses anonymes dans sa fuite perpétuelle vers nulle part? Cette aire de repos était devenue familière, presque rassurante dans sa banalité. Les mêmes pompes à essence, le même petit café-restaurant, les mêmes camionneurs qui prenaient leurs pauses réglementaires. Il se dirigeait vers le bâtiment principal, quand le grondement d'un moteur diesel attira son attention. Un semi-remorque rouge s'engageait lentement sur l'air, cherchant une place assez grande pour se garer. Louis s'arrêta net. Quelque chose dans ce camion lui semblait familier, sans qu'il puisse dire quoi exactement. Le poids lourd se rangea avec une précision d'expert entre 2 autres camions. Louis observait, intrigué malgré lui. Il y avait une élégance dans cette manœuvre, une grâce qui contrastait avec la brutalité apparente de la machine. Le moteur s'éteignit dans un dernier souffle. La portière côté conducteur s'ouvrit. Le monde de Louis s'arrêta de tourner. Une femme descendit de la cabine avec cette agilité particulière des routiers aguerris. Elle portait un jean délavé et un pull en laine ocre qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux châtains, plus courts qu'autrefois mais toujours aussi soyeux, brillaient dans la lumière du couchant. Elle se tourna légèrement pour fermer la portière. Et Louis aperçut son profil. Sophie, 25 ans avaient repassé, mais il l'aurait reconnue entre 1000. Les traits s'étaient affinés, le visage portait les marques d'une vie de labeur. Mais c'était bien elle, son premier amour, sa plus grande erreur, celle qui hantait ses nuits depuis un quart de siècle. Louis sentit ses jambes se dérober sous lui. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on ne l'entende à des kilomètres.
Sophie était là, à quelques mètres de lui, dans ce décor improbable d'air d'autoroute. Elle avait vieilli avec grâce, gardant cette beauté naturelle qui l'avait ensorcelée à 20 ans. Mais il y avait autre chose dans son maintien, une force, une assurance qu'elle n'avait pas à l'époque. La vie l'avait endurcie, transformée en guerrière. Soudain, la portière passager s'ouvrit à son tour. Ce que vit Louis lui coupa définitivement le souffle. Un jeune homme descendit du camion avec cette désinvolture propre à la jeunesse. Grand, élancé, les cheveux bruns légèrement ébouriffés par le voyage, il se tourna vers Sophie et sourit, et ce sourire frappa Louis comme un coup de tonnerre. C'était son propre sourire. Le jeune homme était son portrait craché, les mêmes yeux gris-vert, la même mâchoire volontaire, la même façon de pencher légèrement la tête quand il parlait, jusqu'à cette petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche que Louis portait depuis l'enfance après une chute de vélo. Les jambes de Louis ne le portaient plus. Il s'appuya contre sa voiture, le souffle court, la tête qui tournait. La vérité s'imposait à lui avec une violence inouïe. Ce garçon était son fils, l'enfant que Sophie portait sans doute déjà quand il l'avait quitté si lâchement, 25 ans plus tôt. « Maman, tu veux que j'aille chercher les cafés ?» La voix du jeune homme porta jusqu'à Louis, une voix grave, assurée, qui résonna étrangement familière. Même le timbre était identique au sien à cet âge. Louis ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions contradictoires. La joie de découvrir qu'il avait un fils, la douleur de réaliser tout ce qu'il avait manqué, la colère contre lui-même pour sa lâcheté passée. « Vas-y, mon grand, prends aussi des sandwichs. On va pas s'arrêter avant Montpellier. » Sophie, sa voix n'avait pas changé. Toujours cette mélodie douce qui l'avait fait fondre autrefois, mais il y perçait maintenant une autorité naturelle, celle d'une femme qui avait appris à se battre pour survivre. Louis tenta de reprendre contenance. Il devait s'approcher, lui parler, comprendre, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Comment aborder celle qu'il avait si cruellement abandonnée? Que pouvait-il dire après 25 ans de silence? « Bonjour Sophie, j'ai découvert que j'avais un fils. Tu m'excuses de ne pas avoir donné de nouvelles. » Le jeune homme s'éloignait vers le café-restaurant d'un pas énergique. Louis le dévorait des yeux, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire, sa démarche, sa façon de gesticuler en marchant, même sa manière de pousser la porte du café. Tout lui rappelait sa propre jeunesse. C'était troublant, bouleversant. Sophie, elle, se dirigeait vers l'arrière du camion. Elle ouvrit les portes et commença à vérifier les sangles qui maintenaient sa cargaison. Louis la regardait faire, fasciné par ses gestes précis, professionnels. Cette femme qu'il avait connue fragile et dépendante était devenue une travailleuse acharnée, capable de manier ses machines imposantes. Il fallait qu'il lui parle. Maintenant, avant que le courage ne l'abandonne définitivement, Louis se dirigea vers le camion d'un pas mal assuré. À chaque mètre qui le rapprochait de Sophie, son cœur battait plus fort. Que dirait-elle en le voyant? Lui raccrocherait-elle au nez? L'insulterait-elle? Il l'aurait mérité. Sophie. Sa voix était sortie plus faible qu'il ne l'avait voulu. Sophie se figea, les mains encore accrochées à une sangle. Lentement, très lentement. Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Le temps suspendit son vol. 25 ans d'absence s'évaporèrent en une seconde. Ils étaient de nouveau rue de Belleville, jeunes et insouciants, découvrant l'amour pour la première fois. Puis la réalité reprit ses droits. Et Louis vit passer dans les yeux de Sophie toute une gamme d'émotions. La surprise, la reconnaissance, puis quelque chose de plus sombre, de la colère, de la douleur, probablement les deux. Louis, elle prononça son prénom comme on crache un poison. « Qu'est-ce que tu fais là ? » Je passais par hasard. Je t'ai reconnu. Par hasard. Sophie eut un rire amer. Comme c'est pratique, le hasard. Elle referma brutalement les portes du camion et se tourna vers lui. Les bras croisés, Louis la détaillait. Encore sous le choc, elle était plus belle que dans ses souvenirs, empreinte d'une dignité qu'elle n'avait pas à 20 ans. Mais il y avait aussi une froideur dans son regard qui lui glaçait le sang. « Écoute, Sophie, je sais que tu ne sais rien du tout. » Sa voix était coupante comme une lame. « Tu n'as jamais rien su. » Un silence pesant s'installa entre eux. Louis cherchait ses mots. Mais comment résumer 25 ans de regrets en quelques phrases? Comment expliquer qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, que pas un jour ne s'était écoulé sans qu'il regrette sa décision? « Comment vas-tu » demanda-t-il finalement, conscient de la banalité de sa question.
Comment je vais ?» Sophie eut un sourire sans joie. « Je survis, Louis, je travaille. J'élève mon fils. Je me bats tous les jours. Et toi ? Toujours à Harvard. » La pique fit mouche. Louis baissa la tête, honteux. « J'ai eu mon diplôme. Je travaille dans l'immobilier maintenant. » L'immobilier. Sophie hocha la tête. Bien sûr, un métier de riche pour un fils de riche. Au même moment, le jeune homme réapparut, portant un plateau avec 2 cafés et des sandwichs. Il s'approchait d'eux et Louis sentit sa gorge se serrer. Dans quelques secondes, il allait se retrouver face à son fils, sans que celui-ci ne sache qui il était. « Maman, tout va bien. » Le garçon avait perçu la tension. Il regardait alternativement sa mère et cet inconnu en costume qui semblait la bouleverser. Sophie se ressaisit rapidement, reprenant son masque de femme forte. « Oui, mon cœur, monsieur. Monsieur s'est trompé de personne. » Louis encaissa le mensonge comme une gifle. Il observait son fils de près maintenant, notant chaque détail de sa ressemblance troublante avec lui-même. Le jeune homme le dévisageait avec curiosité, et Louis crut déceler dans son regard une intelligence vive, une maturité précoce. « Bonsoir, » dit le garçon poliment en tendant la main. « Nolan Caron. » Nolan. Son fils s'appelait Nolan. Louis serra la main tendue. Bouleversé par ce contact avec l'enfant qu'il n'avait jamais connu, la poignée de main était ferme, assurée. Sophie avait bien élevé ce garçon. Louis Vernier. S'il espérait une réaction au nom des Vernier, il fut déçu. Nolan sourit poliment et se tourna vers sa mère. « On y va. On a encore 3 heures de route. » Sophie acquiesça, jetant un dernier regard glacial à Louis. « Au revoir, monsieur Vernier. Bon voyage. » Elle fit demi-tour et se dirigea vers la cabine du camion. Nolan la suivit, non sans lancer un dernier coup d'œil intrigué vers Louis. Quelques instants plus tard, le moteur diesel rugissait de nouveau, et le camion rouge s'engageait sur la bretelle de sortie. Louis resta planté là, seul sur l'aire de repos, regardant disparaître le véhicule qui emportait son fils, un fils dont il ignorait l'existence une heure plus tôt, et qui venait de ressortir de sa vie aussi brutalement qu'il y était entré. Mais cette fois, Louis ne laisserait pas filer sa chance. Cette fois, il se battrait. Louis Vernier n'avait pas fermé l'œil de la nuit, rentré précipitamment dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Il avait passé les heures à arpenter son bureau, l'esprit en ébullition. Nolan. Son fils s'appelait Nolan et travaillait avec Sophie dans le transport routier. 25 ans de sa vie avaient défilé en quelques secondes sur cette aire d'autoroute. Dès l'aube, il avait contacté Martineau, le détective privé qui s'occupait discrètement de ses affaires les plus délicates. Un homme efficace et discret, ancien commissaire reconverti dans l'enquête privée. « Je veux tout savoir sur Sophie Caron et son fils Nolan. Tout, où ils vivent, où ils travaillent, leurs habitudes, leurs fréquentations. Et je le veux pour ce soir. » Martineau n'avait pas posé de questions. Avec les Vernier, on ne posait jamais de questions. On obéissait et on encaissait les chèques. À 18h, Louis avait le dossier complet sur son bureau. Ce qu'il découvrit le bouleversa autant que cela l'inquiéta. Sophie Caron, 44 ans, domiciliée dans un petit appartement de Villeurbanne, divorcée de fait avec sa propre mère qui n'avait jamais accepté sa grossesse précoce, parcours professionnel exemplaire, couturière, puis femme de ménage, enfin conductrice routière depuis 8 ans, employée de l'entreprise Transport de la Vallée, basée à Lyon, dossier de conduite parfait, réputation irréprochable. Nolan Caron, 25 ans, étudiante en gestion tout en travaillant à temps partiel comme chauffeur-livreur pour la même entreprise. Excellents résultats scolaires, aucun antécédent judiciaire. Tous ceux qui le connaissaient parlèrent d'un jeune homme sérieux, travailleur, respectueux. Louis sourit malgré lui. Son fils était quelqu'un de bien. Sophie avait réussi là où lui-même, avec tous ses privilèges, avait peut-être échoué, mais plus il lisait, plus une ombre inquiétante se dessinait autour de l'entreprise Transport de la Vallée. Le nom d'Hugo Montreuil revenait plusieurs fois dans les rapports de police que Martineau avait réussi à consulter, soupçons de trafic de stupéfiants, contrôle douanier anormalement fréquent, mais jamais rien de concret. L'homme était malin, très malin. Louis fronça les sourcils en lisant la dernière partie du rapport. Hugo Montreuil utilisait de préférence de jeunes chauffeurs au casier vierge pour ses transports les plus sensibles. Des garçons comme Nolan, en qui personne ne se méfierait. Son téléphone sonna. « Victoire et Louis, où étais-tu encore passé hier ?»
J'ai essayé de te joindre toute la soirée. J'avais besoin de réfléchir, tu sais bien. Tes crises d'angoisse, oui. » Sa voix était froide, détachée. « Le dîner chez les Beaumont est dans 2 jours. J'espère que tu seras présentable. » Louis soupira. Les Beaumont, leurs relations mondaines, leurs obligations sociales. Tout cela lui semblait si dérisoire maintenant qu'il avait découvert l'existence de Nolan. « Bien sûr, Victoire. Parfait. À propos, j'ai engagé un nouveau service de sécurité pour surveiller nos propriétés. On n'est jamais trop prudent. » Louis acquiesça distraitement et raccrocha. Victoire et ses manies sécuritaires. Elle voyait des voleurs partout depuis que leur voisin s'était fait cambrioler l'année précédente. Il reprit la lecture du dossier Montreuil. L'homme avait un modus operandi bien rodé. Il recrutait ses chauffeurs dans les entreprises de transport légal, leur proposait des bonus pour des livraisons spéciales et construisait progressivement un réseau de complices involontaires. Beaucoup découvraient trop tard dans quoi il s'était embarqué. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Martineau. « Monsieur Vernier, j'ai du nouveau. La personne qui vous intéresse et son fils doivent faire une livraison demain matin. Direction Marseille, retour par Aix-en-Provence. Si vous voulez les croiser, ils s'arrêtent toujours au relais de Lançon vers midi. » Louis nota l'information. Il irait. Il fallait qu'il revoie Nolan, qu'il apprenne à le connaître. Et surtout, il fallait qu'il trouve un moyen de les sortir de cette entreprise douteuse avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, dans la cabine du semi-remorque qui filait vers Marseille, Nolan réfléchissait à l'étrange rencontre de la veille. Cet homme en costume, Louis Vernier, avait provoqué une réaction si forte chez sa mère qu'elle n'avait pratiquement pas dit un mot de tout le trajet jusqu'à Montpellier. « Maman, tu es sûre que tu ne veux pas me dire qui c'était, ce type ?» Sophie serra le volant. Elle avait espéré que Nolan oublierait, mais elle aurait dû savoir que son fils était trop observateur pour laisser passer ça. « Quelqu'un que j'ai connu autrefois. C'est du passé. Il avait l'air de te connaître bien. Nolan, s'il te plaît ?» Le jeune homme n'insista pas, mais son esprit continuait de tourner. Il y avait eu quelque chose dans le regard de cet homme, une intensité troublante quand il l'avait observé. Et pourquoi sa mère avait-elle menti en disant qu'il s'était trompé de personne? Son téléphone vibra, un message d'Hugo Montreuil. « Salut mon pote, j'ai un transport spécial pour toi la semaine prochaine. Direction Espagne, très bien payé. Tu es partant. » Nolan fronça les sourcils. Ces derniers mois, Hugo lui proposait de plus en plus souvent ce genre de mission, toujours mieux rémunéré que les transports habituels, mais avec des consignes bizarres, ne pas ouvrir les colis, éviter certains postes de contrôle, transporter toujours de nuit. « Je vais réfléchir, » répondit-il. « Réfléchis pas trop longtemps, mon vieux, ce genre d'opportunité, ça ne se refuse pas. » Nolan éteignit son téléphone, mal à l'aise. Il aimait bien Hugo, qu'il avait pris sous son aile dès son arrivée dans l'entreprise. Mais quelque chose dans ses manières commençait à l'inquiéter. Et sa mère, qui était pourtant du genre à faire confiance, gardait toujours ses distances avec lui. Au même moment, dans un bureau feutré du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, Hugo Montreuil pianotait sur son ordinateur portable tout en fumant un cigare. À 38 ans, l'homme avait l'apparence d'un chef d'entreprise prospère. Costume sur mesure, montre de luxe, voiture de sport. Seul son regard dur trahissait sa véritable nature. Il venait de raccrocher avec son contact à la douane espagnole. Tout était en place pour le prochain convoi. Nolan Caron était parfait pour ce genre de mission. Jeune, innocent, crédible. Exactement le profil que recherchèrent les douaniers pour fouiller en priorité, avant de le laisser passer en se disant qu'un gamin si clean ne pouvait rien transporter d'illégal. Hugo sourit. Le business marchait bien, très bien même. Ses camions sillonnèrent l'Europe, transportant autre chose que des marchandises légales, et personne ne se doutait de rien. L'entreprise Transport de la Vallée était une couverture parfaite. Son téléphone sonna, numéro masqué. « Montreuil, j'écoute. Monsieur Montreuil, j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » La voix était féminine, distinguée, avec un léger accent parisien. « Je ne traite qu'avec des gens que je connais. Madame, disons que nous avons des intérêts communs concernant certains de vos employés, le jeune Nolan Caron par exemple. » Hugo se redressa sur sa chaise. Comment cette femme connaissait-elle Nolan? Et surtout, que savait-elle de ses activités? « Qu'est-ce que vous voulez? Vous rencontrer? Demain? Café de la Paix? Place Bellecour? 15h? Venez seul. » Et pourquoi je viendrai? Parce que j'ai des informations sur le jeune Caron qui pourraient considérablement augmenter sa
Valeur marchande. La communication s'interrompit. Hugo fixa son téléphone, intrigué. Qui était cette femme? Et que savait-elle sur Nolan que lui ignorait? Il nota le rendez-vous dans son agenda, dans ce métier. L'information était la plus précieuse des monnaies. Si cet inconnu avait quelque chose d'intéressant à lui apprendre sur son meilleur petit soldat, il était prêt à l'écouter. Le lendemain midi, Louis Vernier était posté au relais routier de Lançon, scrutant chaque camion qui entrait sur l'aire. Son cœur s'emballa quand il reconnut le semi-remorque rouge de Sophie. Il la vit descendre de cabine, suivi de Nolan. Cette fois, il n'hésiterait pas. Il allait aborder son fils, apprendre à le connaître, peut-être même trouver un moyen de lui parler de la dangerosité de son patron sans révéler sa véritable identité. Mais d'abord, il devait surmonter l'hostilité de Sophie. Et ça, c'était peut-être la mission la plus difficile de sa vie. Le relais routier de Lançon bourdonnait de l'activité habituelle de l'heure du déjeuner. Camionneurs, voyageurs et employés se croisaient dans un ballet familier, chacun vaquant à ses occupations. Louis observait depuis sa table, une tasse de café refroidissant devant lui, guettant le moment propice pour s'approcher de Sophie et Nolan. Il s'était installé à une table près de la baie vitrée, Sophie consultant ses papiers de transport pendant que Nolan terminait un sandwich au jambon. Louis les détaillait, ému malgré lui par cette scène si banale et pourtant si précieuse. Un déjeuner entre mère et fils, simple et authentique. Il prit une profonde inspiration et se leva. Cette fois, il irait jusqu'au bout. Sophie, elle leva les yeux, et Louis vit immédiatement la colère flamber dans son regard. Nolan, lui, sembla surpris mais pas mécontent de revoir cet homme mystérieux de la veille. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla Sophie entre ses dents. « Je peux m'asseoir. J'aimerais vous parler. »« Non, tu ne peux pas. » Sophie se leva brusquement, rassemblant ses papiers. « Viens, Nolan. On s'en va. Attends, maman. » Nolan posa une main apaisante sur le bras de sa mère. « Laisse-le parler. Qu'est-ce que ça peut faire ?» Sophie fusilla son fils du regard, puis reporta son attention sur Louis. 5 minutes. Pas une de plus. Louis s'assit, cherchant ses mots. Comment expliquer qu'il s'inquiétait pour leur sécurité sans révéler qu'il avait fait enquêter sur eux? Comment les mettre en garde contre Hugo Montreuil sans passer pour un fou? Je voulais d'abord m'excuser pour hier. Je vous ai pris par surprise et... Épargne-moi tes excuses, coupa Sophie. 25 ans de retard, c'est un peu tard pour les regrets. Nolan fronça les sourcils, percevant une tension qu'il ne comprenait pas. Vous vous connaissez depuis longtemps. Un silence pesant s'installa. Sophie regardait Louis avec un mélange de défi et de douleur, tandis que celui-ci cherchait désespérément un moyen d'aborder le sujet qui l'inquiétait. « Votre patron » dit-il finalement. « Hugo Montreuil, vous le connaissez bien ?» La question prit Sophie au dépourvu. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Je m'inquiète pour vous, pour votre sécurité. » « Notre sécurité. » Sophie eut un rire sans joie. « Et depuis quand tu t'inquiètes pour nous ?»« Depuis hier. »« Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Nolan regardait alternativement sa mère et Louis, de plus en plus troublé. « Pourquoi tu es si agressive avec lui ?» Louis sentit l'occasion. Il se tourna vers son fils, plongeant ses yeux dans ceux qui lui ressemblaient tant. « Nolan, c'est ça. Hugo Montreuil vous propose souvent des transports spéciaux. » Le jeune homme se raidit légèrement. « Comment vous savez ça ?» « Réponds pas à ces questions, » intervint Sophie sèchement. « On ne te doit rien. » « Si, justement. » Louis se pencha vers Nolan. « Ces transports dont je parle, ils sont mieux payés que les autres, avec des consignes particulières. » Nolan hésita. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme, une urgence sincère qui le troublait. « Peut-être. Et alors ? Alors tu es en danger. »« Vous êtes tous les deux en danger, » Sophie explosa. « Ça suffit. Tu débarques dans nos vies après 25 ans et tu veux nous faire croire que tu t'inquiètes pour nous. Tu nous prends pour des idiots. » « Je dis la vérité, Hugo Montreuil utilise votre entreprise pour... » « Pourquoi ?» Sophie s'était levée. Les poings serrés. « Vas-y, accuse mon patron, accuse l'homme qui nous fait vivre. Il fait du trafic de drogue, Sophie. Il utilise vos camions pour transporter de la marchandise illégale. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nolan regardait Louis avec des yeux ronds, tandis que Sophie pâlissait à vue d'œil. « Tu oses, » balbutia-t-elle. « Je n'ose rien du tout. Je te dis ce que je sais. Hugo Montreuil est surveillé par la police depuis des mois. Et comment tu saurais ça, toi ?» Sophie avait retrouvé sa combativité. « Monsieur l'héritier de bonne famille, qu'est-ce que tu peux savoir du monde du travail ?»
Louis réalisa qu'il s'était piégé. Comment expliquer qu'il avait les moyens de faire enquêter sur qui il voulait? Comment révéler l'étendue de sa fortune sans paraître méprisant? J'ai des relations, des gens qui... Des relations. Sophie eut un rire hystérique. Bien sûr, monsieur a des relations. Et avec ces relations, il vient nous sauver, nous les pauvres, comme c'est généreux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Sophie tremblait de rage. Tu n'as pas changé, Louis, toujours persuadé que les gens comme nous ont besoin de toi pour survivre. Nolan se leva à son tour, troublé et en colère. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe. Vous vous connaissez comment exactement? Sophie et Louis se regardèrent, pris au piège. Ni l'un ni l'autre n'était prêt à révéler la vérité. C'est du passé, marmonna Sophie. Du passé qui nous rattrape visiblement, rétorqua Nolan. Il se tourna vers Louis. Et vous débarquez comme ça? Vous nous accusez Hugo de trafic de drogue et vous voulez qu'on vous croie sur parole. Je ne vous accuse pas. Je vous mets en garde, en nous espionnant. Parce que c'est bien ce que vous avez fait, non? Nous suivre. Enquêter sur nous. Louis baissa la tête, pris en faute. Nolan était plus intelligent qu'il ne l'avait pensé. Je voulais juste... Vous vouliez juste vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Sophie avait repris le contrôle. Viens, Nolan, on s'en va. Non, Nolan ne bougea pas. Je veux comprendre. Hugo m'a effectivement proposé des transports bizarres ces derniers temps. Si cet homme dit vrai, il ne dit pas vrai. Il invente des histoires pour... Pourquoi, maman? Qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? Sophie resta muette. Cherchant une réponse qui ne vint pas, Louis saisit l'ouverture. Nolan, ton patron t'a-t-il déjà demandé de ne pas ouvrir certains colis, d'éviter des postes de contrôle, de rouler de nuit sans raison apparente? Le jeune homme pâlit. Toutes ces consignes qu'il avait trouvées étranges prenaient soudain un sens terrifiant. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Si, c'est possible. Et si tu continues à travailler avec lui, tu finiras par te faire prendre. Et là, personne ne pourra t'aider. Sophie voyait l'angoisse grandir dans les yeux de son fils. Cette peur qu'elle avait toujours eue, cette intuition qui la poussait à se méfier d'Hugo, tout remontait à la surface. Même si c'était vrai, dit-elle d'une voix blanche. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On a besoin de ce travail. Je peux vous aider à... Non. Sophie explosa de nouveau. On n'a pas besoin de ton aide. On s'en est très bien sorti sans toi pendant 25 ans. Maman, arrête! Nolan était bouleversé. Si M. Vernier dit vrai, on est dans la merde. Hugo m'a demandé de faire un transport en Espagne la semaine prochaine. Louis sentit son sang se glacer. Tu ne dois pas y aller, surtout pas. Et comment je vais lui expliquer ça? Que j'ai rencontré un inconnu qui m'a dit qu'il faisait du trafic. Dit que tu es malade, que tu as un problème familial, n'importe quoi. Sophie regardait son fils. Puis Louis, déchiré entre sa méfiance et l'inquiétude grandissante qu'elle ressentait. Et si Louis disait vrai, et si elle avait mis Nolan en danger par orgueil, il faut qu'on parte, dit-elle finalement. J'ai besoin de réfléchir. Elle se dirigea vers la sortie. Nolan sur ses talons, Louis les suivit. Sophie, attends. Elle se retourna, et pour la première fois, il vit autre chose que de la colère dans ses yeux, de la peur. Si tu dis vrai, murmura-t-elle, si Hugo est vraiment ce que tu prétends, pourquoi tu nous aides? Qu'est-ce que tu veux en échange? Louis la regarda droit dans les yeux. Je ne veux rien, je veux juste que vous soyez en sécurité. Pourquoi? La question flottait entre eux, lourde de sous-entendus. Louis aurait voulu tout lui dire, tout lui expliquer. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment, parce que certaines erreurs du passé ne peuvent pas être réparées, dit-il doucement. Mais on peut éviter d'en commettre de nouvelles. Sophie le dévisagea longuement, puis tourna les talons et monta dans son camion. Nolan la suivit, non sans lancer un dernier regard troublé vers Louis. Le semi-remorque rouge s'éloigna dans un grondement de moteur, laissant Louis seul sur le parking. Il avait échoué. Sophie ne lui faisait pas confiance. Et Nolan était plus perdu que jamais. Mais au moins, il avait planté la graine du doute. Et peut-être que cette graine suffirait à les sauver. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation au relais de Lançon. 3 jours pendant lesquels Nolan n'avait cessé de repenser aux paroles de Louis Vernier. L'homme avait-il dit vrai? Hugo était-il vraiment impliqué dans un trafic de drogue? Le jeune homme observait son patron depuis le début de la matinée,
Guettant le moindre signe suspect, Hugo se comportait comme d'habitude, souriant, décontracté, plaisantant avec les chauffeurs. Rien dans son attitude ne trahissait une quelconque nervosité. « Alors mon pote, tu as réfléchi pour l'Espagne ?» Hugo s'approchait de lui, 2 cafés à la main. Nolan accepta la tasse, essayant de dissimuler son malaise. « J'hésite encore. Ma mère n'est pas très chaude. »« Ta mère ?» Hugo eut un sourire en coin. « Tu as 25 ans, Nolan. Il va falloir couper le cordon ombilical un jour ou l'autre. Ce n'est pas ça, c'est juste que... ces transports de nuit, ces consignes bizarres, ça me met mal à l'aise. » Hugo posa sa tasse et dévisagea Nolan avec attention. « Bizarre, en quoi elles sont bizarres ? Ben, ne pas ouvrir les colis, éviter certains postes de contrôle. » Nolan sentait la tension monter. « Tu avoues que c'est pas très normal. Écoute, mon vieux, » Hugo posa une main paternelle sur l'épaule de Nolan. « Dans ce métier, il faut parfois être discret. Mes clients paient pour la confidentialité, et moi je leur garantis, c'est tout. » « Quelle confidentialité ? Du matériel high-tech, des prototypes, ce genre de trucs. Tu crois qu'Apple ou Samsung ont envie que leurs concurrents sachent ce qu'ils transportent ? » L'explication paraissait logique, mais Nolan n'arrivait pas à chasser ses doutes. « Et pourquoi moi ? Il y a des chauffeurs plus expérimentés dans la boîte. » Hugo eut ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. « Justement parce que tu es jeune. Les douaniers font moins attention aux gamins de bonne famille qu'aux vieux routards. Tu as une tête d'ange. Ça inspire confiance. » Cette fois, Nolan eut la sensation désagréable qu'on se servait de lui. « Je ne sais pas. Hugo, j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Le sourire d'Hugo se figea imperceptiblement. « Bien sûr, prends ton temps. Mais pas trop quand même. J'ai d'autres candidats sur liste d'attente. » Nolan acquiesça et s'éloigna, de plus en plus mal à l'aise. Il devait parler à sa mère. Maintenant, Sophie chargeait sa remorque dans l'entrepôt quand Nolan la rejoignit. Elle évitait son regard depuis 3 jours, encore bouleversée par sa rencontre avec Louis. « Maman, il faut qu'on parle. Si c'est encore à propos de cet homme. Justement si. Hugo vient de me reproposer le transport en Espagne. Et plus j'y pense, plus je me dis que Vernier avait peut-être raison. » Sophie s'arrêta net de sangle ses caisses. « Tu commences à douter d'Hugo. Pas toi. » Nolan la regarda intensément. « Sois honnête. Maman, tu n'as jamais trouvé bizarre sa façon de fonctionner. » Sophie soupira. Elle avait effectivement toujours eu des réserves sur Hugo, sans jamais oser se l'avouer franchement. C'est vrai qu'il y a des trucs, mais de là à parler de trafic de drogue. Et si c'était vrai ? Et si on était en train de transporter de la cam sans le savoir ? L'idée glaçait Sophie. Elle avait travaillé si dur pour offrir une vie honnête à son fils. L'imaginer impliqué dans un trafic, même inconsciemment, lui retournait l'estomac. Qu'est-ce que tu veux faire ? Refuser le transport en Espagne, voir comment Hugo réagit. Sophie hocha la tête. D'accord, mais on reste prudent, on ne l'accuse de rien. Au même moment, dans son bureau, Hugo raccrocha son téléphone avec satisfaction. Sa mystérieuse correspondante avait été très claire. Nolan Caron valait beaucoup plus qu'il ne l'imaginait, fils d'un magnate de l'immobilier, héritier d'une fortune colossale. Cette information changeait tout. Il avait d'abord pensé à de l'extorsion, puis une idée plus audacieuse avait germé dans son esprit. Pourquoi se contenter de quelques millions quand on pouvait viser plus haut ? Le gamin était parfait pour son prochain coup. Jeune, innocent, et surtout ignorant de sa véritable valeur. Hugo sourit en pensant au transport d'Espagne. Ce ne serait pas du matériel high-tech qui voyagerait dans les caisses, mais 50 kilos d'héroïne pure en provenance d'Afghanistan, le plus gros coup de sa carrière. Et si les choses tournaient mal, Nolan ferait un parfait bouc émissaire. L'après-midi touchait à sa fin, quand Nolan frappa à la porte du bureau d'Hugo. Il avait répété son discours, préparé ses excuses, il allait décliner poliment le transport, invoquer des problèmes familiaux. « Entre, mon pote. Alors, cette décision. » « Justement, Hugo, je vais pas pouvoir faire l'Espagne. Ma mère n'est pas bien en ce moment, et... ta mère. » Hugo ne souriait plus. « Qu'est-ce qu'elle a ? Des problèmes de santé. Je préfère rester près d'elle. » Hugo se leva et contourna son bureau, s'approchant de Nolan. « Tu sais ce que je pense. Je pense que quelqu'un t'a mis des idées dans la tête. » Nolan sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Cet homme qui vous a abordé l'autre jour au relais, Sophie et toi, tu crois que je ne suis pas au courant ?
Comment Hugo savait-il pour Louis? Nolan essaya de garder son calme. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Bien sûr que si. Hugo était maintenant tout près de lui, intimidant. « Louis Vernier, un nom qui te dit quelque chose. » Nolan déglutit péniblement. « C'est juste un type qu'on a croisé par hasard. »« Par hasard ?» Hugo eut un rire mauvais. « Mon pauvre Nolan, tu ne sais vraiment pas qui tu es, toi. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais Hugo n'eut pas le temps de répondre. Son téléphone sonnait, et il reconnut le numéro de son contact à la police. « Merde !» marmonna-t-il en décrochant. « Oui, Hugo, c'est foutu. Ils arrivent. Évacue tout, maintenant. » Hugo raccrocha, le visage livide, une descente de police. Maintenant, alors qu'il avait 50 kilos d'héroïne dans l'entrepôt. « Il faut que tu partes, » dit-il à Nolan. « Quoi? Maintenant? Prends ton camion et file. » Mais pourquoi? Hugo ne répondit pas. Il se précipitait déjà vers son coffre-fort, ramassant documents et argent liquide. Nolan resta figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Le bruit des sirènes retentit au loin. Putain! Hugo se tourna vers Nolan, les yeux fous. « Tu restes là, toi, tu ne bouges pas. »« Hugo, qu'est-ce qui? Ferme-la, tu vas me servir de couverture. » Nolan comprit soudain. Louis avait dit vrai. Hugo était bien impliqué dans un trafic. Et maintenant il voulait l'utiliser comme bouc émissaire. « Non, » dit-il en reculant vers la porte. « Je me tire. Tu ne vas nulle part. » Hugo se jeta sur lui, mais Nolan était plus jeune et plus agile. Il esquiva et courut vers la sortie. Derrière lui, Hugo hurlait des ordres à ses hommes. Nolan dévala les escaliers 4 à 4 et se précipita vers son camion. Sa mère n'était pas là. Elle avait terminé plus tôt pour aller chez le médecin. Tant mieux. Elle serait en sécurité. Il démarra en trombe et sortit de l'entrepôt juste au moment où les premiers véhicules de police arrivaient. Mais au lieu de le laisser passer, ils l'encerclèrent. « Coupez le moteur. Descendez du véhicule. » Nolan obéit, les mains tremblantes. Les policiers étaient repartout, armes au poing, tendus comme des ressorts. « Nolan Caron ?» demanda un commissaire en s'approchant. « Oui, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de stupéfiants. »« Mais je n'ai rien fait. »« C'est Hugo. C'est lui le trafiquant. Nous verrons ça. En attendant, vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'on lui passait les menottes, Nolan vit Hugo sortir de l'entrepôt, les mains en l'air, un sourire satisfait aux lèvres. Il avait réussi son coup. Faire porter le chapeau au petit jeune qui venait de refuser de lui obéir, dans la voiture de police qui l'emmenait au commissariat, Nolan repensait aux paroles de Louis Vernier. L'homme avait essayé de les prévenir, et il ne l'avait pas écouté. Maintenant, il était trop tard, ou peut-être pas, car à cet instant précis, Louis Vernier recevait un appel de Martineau l'informant de l'arrestation de son fils. Et pour la première fois depuis 25 ans, l'homme le plus riche de France allait utiliser sa fortune et son influence pour quelque chose qui en valait vraiment la peine. Sauver l'enfant qu'il avait abandonné, la guerre venait de commencer, le café de la paix bourdonnait de l'activité habituelle de 15 heures, Hugo Montreuil, libéré sous caution grâce à ses avocats, scrutait chaque cliente qui entrait dans l'établissement. Cette femme mystérieuse qui prétendait connaître des secrets sur Nolan l'intriguait autant qu'elle l'inquiétait. Il la reconnut immédiatement quand elle franchit la porte. Grande, élégante, la quarantaine épanouie. Elle dégageait cette assurance particulière aux femmes de la haute société. Ses vêtements griffés et ses bijoux discrets mais coûteux trahissaient une fortune considérable. Elle le repéra et s'avança vers sa table avec grâce. « Monsieur Montreuil, Victoire Deschamps-Vernier. » Hugo se leva poliment. « Madame, je vous avoue que votre appel m'a intrigué. » Victoire s'assit et commanda un thé au serveur, avant de détailler Hugo avec attention. L'homme était exactement ce qu'elle avait imaginé, suffisamment intelligent pour être utile, suffisamment véreux pour ne pas poser de questions gênantes. « Vous connaissez mon mari, Louis Vernier ?» Hugo fronça les sourcils. « De réputation seulement. Mais quel rapport avec le jeune Nolan Caron ?» Victoire sourit froidement. « Tout, ce garçon est le fils de mon mari. » Hugo resta bouche bée. Nolan, fils de l'homme le plus riche de France. Cette révélation changeait tout. « Comment savez-vous ça ?»« Disons que j'ai mes sources. » Victoire but une gorgée de thé. « Mon mari croit que je ne suis au courant de rien, mais je fais surveiller ses moindres faits et gestes depuis des années. Ses petites escapades sur les routes, ses crises d'angoisse, tout ça cache quelque chose. Et j'ai fini par découvrir quoi? Une ancienne maîtresse,
comprit Hugo. Plus que ça, son premier amour, celle qu'il a abandonnée enceinte il y a 25 ans, pour faire un beau mariage avec moi. L'amertume perçait dans sa voix. Et maintenant, il cherche à se racheter une conscience en jouant les pères attentionnés. Hugo commençait à saisir les implications. Et ça vous dérange. Ça me dérange énormément. Les yeux de Victoire brillaient d'une lueur dangereuse. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ce mariage de convenance. J'ai joué la parfaite épouse pendant 15 ans. Je ne laisserai pas une petite ouvrière et son fils détruire tout ce que j'ai construit. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Victoire se pencha vers lui, baissant la voix. Louis ferait n'importe quoi pour ce garçon. Absolument n'importe quoi, c'est sa faiblesse. Et je compte bien l'exploiter. Vous voulez que vous me rendiez un service, en échange ? Je vous assure que les charges qui pèsent contre vous disparaîtront. J'ai suffisamment d'influence pour ça. Hugo réfléchit rapidement. Son arrestation était un coup dur, même s'il s'en était sorti relativement bien en faisant porter le chapeau à Nolan. Mais les enquêteurs n'abandonneraient pas facilement. L'aide de Victoire pourrait lui être précieuse. Quel genre de service ? Le genre qui nous rapportera 50 millions d'euros ? Hugo faillit s'étrangler avec son café. 50 millions. Louis paierait cette somme sans hésiter pour récupérer son fils, surtout si celui-ci était, disons, en danger. Le message était clair. Hugo sourit lentement. Vous proposez un enlèvement. Je ne propose rien du tout. Je dis simplement que si quelque chose arrivait à ce garçon, mon mari serait prêt à tout pour le récupérer. Et vous, dans tout ça, vous récupérez quoi ? Ma tranquillité, une fois Louis ruiné par cette histoire, je demanderai le divorce et j'obtiendrai une pension confortable. Plus de rivales, plus de fils illégitimes, plus de problèmes. Hugo admirait le cynisme de cette femme. Elle était prête à détruire sa propre famille pour préserver ses intérêts. Exactement le genre de partenaire qu'il appréciait. Comment être sûr que Louis paiera ? Parce que je le connais ? Sous ses airs de businessman impitoyable, c'est un romantique. Il culpabilise depuis 25 ans d'avoir abandonné cette femme, maintenant qu'il a retrouvé son fils. Il fera tout pour se racheter. Et si ça tourne mal ? Victoire haussa les épaules. Les affaires sont toujours risquées, monsieur Montreuil. Mais dans ce cas précis, les bénéfices dépassent largement les risques. Hugo réfléchissait, pesant le pour et le contre. L'opération était audacieuse, mais réalisable. Il connaissait les habitudes de Nolan, ses trajets, ses points faibles, et avec l'aide de Victoire, j'aurais besoin de garanties sur les charges qui pèsent contre moi. Considérez que c'est déjà réglé, j'ai des amis bien placés dans la magistrature. Et le partage, moitié-moitié, 25 millions chacun. Hugo tendit la main. Marché conclu. Victoire serra la main tendue, scellant leur alliance diabolique. Pendant ce temps, dans les bureaux parisiens de Louis Vernier, l'ambiance était électrique. Martineau venait de lui annoncer la libération de Nolan sous caution, mais aussi que le jeune homme était officiellement inculpé de trafic de stupéfiants. Comment est-ce possible ? Rugit Louis. C'est lui la victime dans cette histoire. Hugo Montreuil a bien joué son coup, expliqua le détective. Il a fait en sorte que toutes les preuves mènent à Nolan. Témoignages de complices, documents falsifiés, relevés téléphoniques truqués. Le dossier est solide en apparence. Mes avocats, déjà sur le coup, Maître Dubois pense pouvoir obtenir un non-lieu. Mais ça prendra du temps. Et entre-temps, mon fils a un casier judiciaire. Louis serrait les poings. Fou de rage, il avait essayé de protéger Nolan. Et à cause de sa maladresse, le jeune homme se retrouvait dans une situation pire qu'avant. Où est-il maintenant ? Chez sa mère, mais il ne va pas bien. Martineau l'a croisé ce matin. Il semble abattu. Louis ferma les yeux. Il imaginait Sophie découvrant que son fils était inculpé de trafic de drogue. Elle devait être anéantie. Et tout ça par sa faute. Il faut que je les voie. Monsieur, je ne pense pas que ce soit. Il faut que je m'excuse. Que je leur explique. Martineau soupira. Depuis 3 jours. Son patron était dans tous ses états. Très bien, mais soyez prudent. Ils ne sont peut-être pas prêts à vous écouter. Louis acquiesça et se dirigea vers la sortie. Il devait réparer ses erreurs. Même si cela lui coûtait son orgueil, dans le petit appartement de Villeurbanne, Sophie tenait son fils dans ses bras. Nolan pleurait sans retenue. Toute sa façade de jeune homme fort s'écroulant devant l'injustice qu'il subissait. « Je suis désolée. »« Maman, je t'ai déçue. »
Tu ne m'as jamais déçu, mon cœur. C'est moi qui aurais dû t'écouter plus tôt. » Sophie caressait les cheveux de son fils, le cœur brisé. Elle pensait à Louis, à ses mises en garde qu'il n'avait pas prises au sérieux, si seulement il l'avait écouté. « Il avait raison, » murmura Nolan. « Vernier avait raison depuis le début. Je sais. Qui c'est vraiment, maman? Pourquoi il s'intéresse autant à nous ?» Sophie ferma les yeux. Le moment était peut-être venu de dire la vérité, mais avant qu'elle puisse répondre, on sonna à la porte. Elle alla ouvrir et se retrouva face à Louis. Il était pâle, les traits tirés, visiblement rongé par l'inquiétude. « Sophie, comment va-t-il ?»« Pas bien. » Sa voix était froide, mais Louis y décela autre chose. Plus de colère aveugle, plutôt une immense lassitude. « Je peux le voir. » Sophie hésita, puis s'effaça pour le laisser entrer. Louis découvrit l'appartement modeste, mais impeccablement tenu. Nolan était assis sur le canapé, les yeux rougis. « Monsieur Vernier. » Le jeune homme se leva, surpris. « Je suis venu m'excuser et t'aider. M'aider. Mes avocats travaillant déjà sur ton dossier, tu seras blanchi, je te le promets. » Nolan fronça les sourcils. « Pourquoi vous feriez ça et comment vous avez les moyens de vous payer les meilleurs avocats ?» Louis regarda Sophie, qui hocha imperceptiblement la tête. « Il était temps, parce que tu es mon fils, Nolan. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nolan regardait alternativement sa mère et Louis, essayant de digérer cette révélation. « Votre fils. Je n'ai su ton existence qu'il y a quelques jours. Si j'avais su, tu serais resté, » demanda Sophie avec amertume. Louis baissa la tête. « Je ne sais pas. J'étais jeune, lâche, influencé par ma famille. Mais maintenant tu veux te racheter ?» termina Nolan. « Je veux apprendre à te connaître. Si tu m'en laisses la chance. » Nolan se rassit lourdement. Son père, cet homme était son père, et dire qu'il s'était senti attiré par lui dès leur première rencontre. J'ai besoin de temps pour encaisser. Je comprends. Mais en attendant, laisse-moi t'aider. Tu ne mérites pas de payer pour les crimes de Montreuil. Sophie observait la scène, émue malgré elle. Voir Louis et Nolan ensemble, constater leur ressemblance troublante, c'était exactement ce qu'elle avait voulu éviter pendant 25 ans. Mais maintenant, ils allaient devoir apprendre à former une famille que certains étaient déjà en train de détruire. Une semaine s'était écoulée depuis les révélations dans l'appartement de Villeurbanne. Une semaine étrange, où 3 vies s'étaient trouvées bouleversées par une vérité longtemps enfouie. Louis multipliait les visites, apportant parfois des fleurs pour Sophie, parfois des livres pour Nolan, toujours avec cette maladresse touchante de celui qui apprend à être père à 46 ans. Nolan avait accepté petit à petit la présence de cet homme qui lui ressemblait tant. Les premiers moments de gêne avaient laissé place à une curiosité mutuelle, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Louis racontait son enfance dorée mais solitaire, ses études à Harvard, la construction de son empire immobilier. Nolan parlait de ses rêves d'entrepreneur, de ses projets d'avenir, de sa relation fusionnelle avec sa mère. Sophie observait ces retrouvailles avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Voir Louis s'émerveiller devant l'intelligence de son fils, découvrir ses talents, rattraper 25 ans d'absence en quelques conversations, c'était beau et douloureux à la fois. « Tu as hérité de mon côté perfectionniste », disait Louis en parcourant un dossier de cours de Nolan. « Mais heureusement, tu as la générosité de ta mère. » Sophie rougit malgré elle à ce compliment. Leur rapport s'était apaisé, la colère cédant peu à peu la place à une complicité retrouvée. Pas de l'amour, 25 ans ne s'effacent pas en une semaine, mais quelque chose de plus profond, le respect mutuel de 2 personnes qui avaient souffert et grandi. Ce matin-là, Nolan devait faire une livraison de routine pour l'entreprise. Depuis son inculpation, il avait été suspendu des transports longue distance, mais on lui confiait encore quelques missions locales. Hugo Montreuil, officiellement blanchi grâce aux interventions discrètes de Victoire, faisait profil bas en attendant que l'affaire se tasse. « Fais attention à toi », lui dit Sophie en l'embrassant. « C'est juste Lyon-Grenoble aller-retour, maman, 3 heures de route maximum. » Louis était présent pour le petit déjeuner, une habitude qu'il prenait plaisir à développer. « Tu veux que je t'accompagne, papa ?» Le mot était encore nouveau dans la bouche de Nolan, mais il sonnait de plus en plus naturel. « Je suis conducteur professionnel, je pense pouvoir me débrouiller seul. » Louis sourit. Son fils l'appelait papa. Jamais il n'avait imaginé qu'un mot puisse le remplir d'autant de joie.
D'accord, mais tu m'appelles en arrivant. Promis. Nolan embrassa sa mère, serra la main de Louis avec cette affection bourgeoise qu'il apprenait à maîtriser, et sortit de l'appartement. Il avait rendez-vous avec son camion à l'entrepôt dans 1 heure. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis 3 jours, Hugo Montreuil étudiait ses moindres déplacements. Le trafiquant avait mis au point un plan simple mais efficace. Nolan devait livrer du matériel électronique à Grenoble, puis prendre sa pause déjeuner au relais routier de Vorep, comme il le faisait toujours. C'est là qu'Hugo frapperait. À 11 heures, le semi-remorque de Nolan quittait Lyon par l'autoroute A48. Le jeune homme sifflotait au volant, heureux malgré les nuages qui s'amoncelaient dans sa vie professionnelle. Avoir un père changeait tout. Louis lui avait proposé de l'aider à monter sa propre entreprise, de quitter définitivement le monde du transport routier. « Tu as l'intelligence et la détermination », avait-il dit. « Il ne te manque que le capital de départ. » Le capital de départ. Nolan n'arrivait pas à réaliser qu'il était désormais l'héritier d'une des plus grosses fortunes de France. Louis avait été clair. « Tout ce que j'ai te reviendra un jour, autant que tu l'apprennes maintenant. » Le téléphone du camion sonna. Hugo. « Salut mon pote, comment ça va ?»« Ça va ?» Nolan restait méfiant avec son ancien patron. « Écoute, j'ai un service à te demander. Après ta livraison à Grenoble, tu pourrais passer prendre un colis à Vorep, c'est sur ta route. » « Quel genre de colis ? Des échantillons de tissu pour une boutique de Lyon. » Rien d'extraordinaire. Nolan hésita. Louis lui avait conseillé d'éviter tout contact professionnel avec Hugo, tant que l'enquête était en cours. « Je ne sais pas, Hugo, avec cette histoire de tribunal. Justement, c'est le moment de montrer ta bonne volonté. Un petit service rendu, ça peut aider ton dossier. » L'argument porta. « D'accord, où est-ce que je récupère le colis ? » « Au relais de Vorep. Quelqu'un t'attendra sur le parking poids lourd vers 13 heures. »« Ok, à tout à l'heure. » Nolan raccrocha. Un peu rassuré, un simple transport de tissu ne pouvait pas poser de problème. Et Hugo avait raison. Montrer sa coopération pourrait l'aider face au juge. À Grenoble. La livraison se déroula sans accroc. Nolan déchargea son matériel électronique, fit signer les bons de livraison et reprit la route vers Vorep. Il avait faim et se réjouissait de sa pause déjeuner au relais. La cuisine y était correcte et l'ambiance sympathique. Il gara son camion sur l'aire réservé aux poids lourds et se dirigea vers le restaurant. L'endroit était quasi désert, ce qui n'était pas inhabituel en milieu de semaine. Quelques routiers sirotèrent leur café au comptoir. Un représentant de commerce consultait ses mails dans un coin. Nolan commanda un croque-monsieur et un café. S'installant près de la fenêtre pour surveiller son camion, à 13 heures pile, une camionnette blanche se gara près de son semi-remorque. 2 hommes en descendirent, portant une caisse de taille moyenne. Nolan termina rapidement son repas et sortit les rejoindre. « Vous êtes de la part d'Hugo ?»« Ouais, » répondit le plus grand des 2 hommes. « Tu es Nolan. C'est moi. » L'homme sourit, mais ce sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Parfait. Hugo nous a dit de te remettre ça. » Il tendit la caisse à Nolan, qui la prit sans méfiance. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait pour des échantillons de tissu. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement ? Des trucs fragiles, fais gaffe en transportant. Nolan hocha la tête et se dirigea vers l'arrière de son camion pour charger la caisse. C'est en ouvrant les portes qu'il sentit une présence dans son dos. « Désolé, fiston !» La phrase fut suivie d'un choc violent à la base du crâne. Nolan s'effondra, perdant connaissance avant même de toucher le sol. Les 2 hommes le soulevèrent rapidement et le jetèrent dans leur camionnette. L'opération avait duré moins de 2 minutes. Dans cette zone isolée du relais, personne n'avait rien vu. Le plus grand des 2 hommes prit le volant du semi-remorque de Nolan et le conduisit dans un bois près de la sortie d'autoroute, où ils l'abandonnèrent après avoir effacé toute trace de leur passage. Puis ils regagnèrent leur véhicule, où Nolan gisait toujours inconscient, et prirent la direction d'une ferme abandonnée dans les montagnes du Vercors, à 18 heures. Sophie commençait à s'inquiéter. Nolan aurait dû être rentré depuis longtemps. Elle essaya de l'appeler, mais tomba directement sur sa messagerie. Louis, qui était resté dîner avec eux, partageait son inquiétude. Il a peut-être eu un problème mécanique, ou un accident, murmura Sophie, rongée par l'angoisse, à 20 heures. Ils appelèrent la gendarmerie, à 21 heures. On retrouva le camion de Nolan abandonné près de Vorep. Aucune trace du jeune homme. À 22 heures, le téléphone de Louis sonna. « Allô, Louis Vernier. Oui, qui êtes-vous ? Quelqu'un qui a votre fils ?
Le sang de Louis se glaça. « Qu'est-ce que vous voulez ? 50 millions d'euros en liquide si vous voulez revoir votre petit garçon vivant. Comment je sais qu'il va bien ? Tenez, écoutez. » Une voix faible mais reconnaissable retentit dans l'écouteur. « Papa, papa. » Ne les écoute pas. Arrr. Un bruit de coups, puis plus rien. « Vous avez 48 heures, » reprit la voix. « On vous rappellera pour les modalités et n'avisez pas d'appeler la police, sinon votre fils mourra. » La communication se coupa. Louis resta figé, le téléphone à la main, sous le regard angoissé de Sophie. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Ils ont enlevé Nolan. Ils demandent 50 millions. » Sophie s'effondra sur le canapé, anéantie. Son fils, son trésor, était aux mains de criminels. Et tout ça à cause de qui ? De Louis, d'Hugo, d'elle-même qui n'avait pas su le protéger. Louis s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains. « Je vais le récupérer, Sophie, je te le promets. J'ai l'argent, je paierai. Et s'ils le tuent quand même, ils ne le tueront pas. Ils ont besoin qu'il soit vivant pour être payé. » Sophie pleurait maintenant, toutes les larmes de son corps. Louis la prit dans ses bras, la berçant comme il aurait voulu bercer son fils 25 ans plus tôt. « On va le sauver, » murmurait-il. « Je te jure qu'on va le sauver. » Mais au fond de lui, Louis savait qu'il avait affaire à des professionnels. Et les professionnels ne laissaient jamais de témoins derrière eux. Il fallait qu'il trouve un autre moyen. Car cette fois, il ne laisserait pas le malheur frapper sa famille une deuxième fois. Dans la ferme abandonnée du Vercors, Nolan reprenait lentement connaissance. Sa tête le lançait atrocement. Et il lui fallut plusieurs minutes pour se souvenir de ce qui s'était passé. Le relais de Vorep, les deux hommes, le cou à la nuque, il était allongé sur un matelas crasseux, dans ce qui avait dû être une étable. Ses mains étaient liées dans le dos, ses pieds entravés par une chaîne. Ah, le prince se réveille. Hugo Montreuil émergea de l'ombre, un sourire mauvais aux lèvres. Nolan le dévisagea avec stupeur. « Hugo, qu'est-ce que... Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ?» Hugo s'approcha et s'accroupit devant lui. S'accroupit. « Parce que tu vaux 50 millions d'euros, mon petit prince. Tu te rends compte ? 50 millions. Ton papa va casquer pour récupérer son fils chéri. » Nolan sentit sa gorge se serrer. « Tu es devenu fou. » « Fou, non. Juste opportuniste. Tu sais ce que j'ai découvert. Que ta petite maman ne t'a jamais dit qui était vraiment ton père, Louis Vernier. Ça te dit quelque chose maintenant. » Les mots d'Hugo frappèrent Nolan comme autant de gifles. Comment savait-il pour Louis ? Et surtout, comment avait-il découvert leur lien de parenté ? « Je vois que ça fait tilt, » ricana Hugo. « Ouais, papa Vernier et moi, on a eu une petite conversation téléphonique, il était très motivé pour négocier. » Nolan ferma les yeux, submergé par un mélange de colère et de désespoir. Louis allait payer, il en était certain. Son père ferait tout pour le sauver, même s'il devait y laisser sa fortune. « Tu ne t'en sortiras pas, » murmura-t-il. « On verra ça, fiston. En attendant, tu restes bien sage. » Hugo sortit de l'étable, laissant Nolan seul avec ses pensées et ses peurs. À Lyon, dans l'appartement de Sophie, l'ambiance était électrique. Louis avait appelé Martineau et ses meilleurs avocats, mais aussi d'anciens policiers reconvertis dans le privé. Officiellement, il ne contactait pas les autorités comme l'avaient exigé les ravisseurs. Officieusement, il mobilisait toutes ses ressources. « Nous avons identifié la voix », annonça Martineau en consultant ses notes. « Il s'agit probablement d'Hugo Montreuil. La analyse phonique donne 85% de probabilité. » Sophie leva la tête. « Hugo, mais c'est impossible. Il vient d'être blanchi. » « Justement, » répliqua Louis. « Il a besoin d'argent pour disparaître. Et il connaît suffisamment Nolan pour organiser cet enlèvement. » « Comment il a su que vous étiez le père de Nolan ?» demanda Martineau. Louis secoua la tête. « Aucune idée. Nous avons été discrets. Pas assez, visiblement. » Sophie se leva et se mit à faire les 100 pas. Peu importe comment il l'a su. Ce qui compte, c'est de récupérer mon fils. « Sophie » Louis s'approcha d'elle. « Calme-toi. On va le retrouver. » « Me calmer. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Mon fils est aux mains de ce psychopathe, et tu me demandes de me calmer. Je comprends ta douleur. C'est mon fils aussi. Ton fils. » Sophie eut un rire hystérique. « Ça fait 1 semaine que tu le connais. Moi, je l'ai porté. Élevé, protégé pendant 25 ans. Et j'ai raté tout ça. Tu crois que ça ne me fait pas mal ?» Ils se faisaient face, tendus comme des ressorts. Martineau tout sauta discrètement. « Excusez-moi,
Mais peut-être vaudrait-il mieux concentrer nos efforts sur les recherches. Louis et Sophie se calmèrent instantanément. Conscients que leur chamaillerie ne servait à rien, « Vous avez raison », soupira Louis. « Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les caméras du relais de Vorep ont filmé une camionnette blanche, mais les plaques sont fausses. On travaille sur les autres indices. Et pour l'argent ?» demanda Sophie. « J'ai fait transférer 50 millions sur un compte offshore », répondit Louis. « Si on n'a pas d'autre solution, je paierai. » Sophie le regarda avec surprise. 50 millions d'euros, c'était une somme colossale, même pour un homme aussi riche que Louis. « Tu ferais vraiment ça ?» Sophie, Louis prit ses mains dans les siennes. « C'est mon fils, notre fils. Je donnerai ma vie pour lui. » L'émotion dans sa voix était sincère, bouleversante. Sophie sentit sa colère fondre peu à peu. Cet homme qu'elle avait haï pendant 25 ans était prêt à tout sacrifier pour sauver l'enfant qu'il venait de découvrir. « Pardon, » murmura-t-elle, « je suis injuste avec toi. Non, tu as raison d'être en colère, tout ça, c'est ma faute. Si je n'étais pas réapparu dans vos vies, si tu n'étais pas réapparu, Nolan serait peut-être mort dans l'explosion de l'entrepôt. » Sophie s'assit à côté de lui. « Tu nous as prévenus du danger. Tu as essayé de nous protéger. Pas assez bien, visiblement. » Ils restèrent silencieux un moment, unis dans la même angoisse. Martineau continuait ses recherches, passant coup de fil sur coup de fil. « J'ai du nouveau, » dit-il finalement. « Montreuil possède une propriété dans le Vercors, une ancienne ferme héritée de son grand-père. Ça pourrait être une planque idéale. » Louis se leva d'un bond. « On y va. Doucement, si c'est bien là-bas, il faut être prudent. Ces gens-là n'hésiteront pas à tuer Nolan si on les dérange. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On surveille d'abord ? On confirme qu'il est là-bas, et ensuite... Ensuite quoi ? Martineau hésita. Il faudra peut-être prendre des risques. Sophie frissonna. L'idée que son fils puisse mourir dans une opération de sauvetage ratée la terrifiait. Et si on payait simplement ? Suggéra-t-elle. Ils le tueront de toute façon, répondit Martineau. Nolan peut les identifier. Il en sait trop. Le silence retomba, pesant comme une chape de plomb. Louis réfléchissait intensément. Il y avait forcément un moyen de sauver son fils sans le mettre en danger. « J'ai une idée, » dit-il finalement. « Laquelle ? Je vais me rendre, moi contre Nolan. » « Louis, non. » Sophie se leva d'un bond. « C'est du suicide. » »« Pas forcément. S'ils me tuent, ils n'auront jamais leur argent. Et Nolan aura une chance de s'échapper. Une chance. Tu entends ce que tu dis ? » Louis prit Sophie par les épaules. « Écoute-moi, j'ai gâché 25 ans de sa vie. Je ne gâcherai pas le reste. Et moi alors ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Sophie. « Tu viens de revenir dans ma vie et tu veux déjà la quitter. » Sophie, non. On trouve une autre solution. Martineau les observait, ému malgré lui par cette scène. « Il y a peut-être un moyen, » dit-il doucement. Ils se tournèrent vers lui. « Mon ancien collègue Durand dirige une unité d'élite du GIGN. Si on lui donne des informations précises sur la planque, c'est trop risqué, » coupa Louis. Au moindre faux mouvement, ils tuent Nolan. Pas si on détourne leur attention. Comment ? Martineau sourit. En leur faisant croire que vous venez payer la rançon, pendant qu'ils sont occupés avec vous. Le GIGN intervient. L'idée était audacieuse. Mais réalisable, Louis et Sophie échangèrent un regard. « Ça pourrait marcher » murmura Sophie. « Ou ça pourrait tous nous tuer » répliqua Louis. « Tu as une meilleure idée. » Louis réfléchit. Non, il n'avait pas de meilleure idée. Et le temps pressait. Chaque heure qui passait diminuait les chances de retrouver Nolan vivant. « D'accord, » dit-il finalement. « On tente le coup. » Martineau décrocha son téléphone. « Je contacte Durand. Il nous faut une équipe discrète et rapide. » Pendant qu'il passait ses appels, Louise et Sophie se retrouvèrent face à face. 25 ans d'amour et de rancœur se mêlaient dans leurs regards. « Si on s'en sort, » dit Louis, « il faut qu'on parle vraiment. De nous, de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait arriver. » Sophie hocha la tête. « Si on s'en sort, on s'en sortira, Nolan s'en sortira, et on apprendra enfin à être une famille. » Sophie esquissa un sourire triste. « Une famille. J'ai rêvé de ça pendant des années. Moi aussi, même si je ne l'admettais pas. » Martineau raccrocha. « C'est bon, Durand arrive avec son équipe. Rendez-vous dans 2 heures près de Villard-de-Lans. » Louis prit la main de Sophie. « Tu es sûre de vouloir venir ? Essaie de m'en empêcher. » Il sourit malgré l'angoisse. Cette femme qu'il avait aimée et perdue était devenue une guerrière. Et ensemble, ils allaient sauver leur fils.
La bataille finale pouvait commencer. La nuit était tombée sur les montagnes du Vercors. Dans un bosquet situé à 500 mètres de la ferme abandonnée, Louis, Sophie et l'équipe du commandant Durand finalisaient les derniers détails de l'opération. Les hommes du GIGN avaient reconnu les lieux, 3 ravisseurs, dont Hugo Montreuil, gardaient Nolan dans l'ancienne étable. L'approche se fera par l'arrière, expliquait Durand en montrant un plan sommaire. Mes hommes seront en position dans 15 minutes. Vous, monsieur Vernier, vous arrivez par la route principale avec l'argent. Vous les occupez le plus longtemps possible. Louis acquiesça, la gorge nouée. Dans quelques minutes, il allait revoir son fils. Dans quelques minutes, tout pouvait basculer. Et si ça tourne mal ? Demanda Sophie. Ça ne tournera pas mal, répondit Durand avec cette assurance propre aux professionnels. Mes hommes sont les meilleurs. Mais il faut que monsieur Vernier gagne du temps. Combien ? 5 minutes minimum, le temps qu'on neutralise les sentinelles et qu'on atteigne votre fils. Louis vérifia une dernière fois la mallette contenant les 50 millions en faux billets. De loin, l'illusion était parfaite. De près, les ravisseurs s'apercevraient rapidement de la supercherie. Sophie, il se tourna vers elle. Si les choses mal tournent, elles ne tourneront pas mal. Elle posa ses mains sur son visage. « Ramène-moi mon fils, notre fils », corrigea-t-il doucement. Ils s'embrassèrent, un baiser chargé de 25 ans d'amour refoulé et de terreur partagée. Puis Louis prit la mallette et se dirigea vers sa voiture, dans l'étable. Nolan luttait contre ses liens depuis des heures. Ses poignets saignaient, ses épaules le torturaient, mais il continuait d'essayer de se libérer. Il devait s'échapper avant que cette histoire ne tourne au carnage. Hugo entra dans l'étable, tenant un téléphone à la main. « Ton papa arrive, mon prince, avec la petite fortune que tu représentes. »« Il ne viendra pas seul, » dit Nolan d'une voix rauque. « Bien sûr que si, il tient trop à ta peau pour prendre des risques. » Hugo s'accroupit devant lui. « Tu sais ce qui va se passer. Il va me donner l'argent. » Et ensuite, il passa son doigt en travers de sa gorge. « Tu es malade. »« Non, juste pratique. Tu en sais trop sur mes affaires. Et ton père aussi, d'ailleurs. » Nolan sentit son sang se glacer. Hugo comptait les tuer tous les deux. Il fallait absolument qu'il trouve un moyen de prévenir Louis. Le bruit d'un moteur retentit au dehors. Hugo sourit et sortit de l'étable. Showtime. Louis gara sa Mercedes devant la ferme et coupa le moteur. Ses mains tremblaient légèrement, mais il parvint à les contrôler. Il prit la mallette et sortit du véhicule. Hugo l'attendait sur le perron, flanqué de ses 2 complices. Tous 3 étaient armés. Monsieur Vernier, ponctuel comme un banquier suisse. « Où est mon fils ? » ?»« En sécurité, vous avez l'argent. » Louis leva la mallette. « 50 millions. » »« Comme convenu. Maintenant, je veux voir Nolan. » »« Bien sûr. » Hugo fit signe à un de ses hommes. « Amène le petit prince. » L'homme disparut vers l'étable. Louis scrutait les alentours, guettant le moindre signe de l'équipe du GIGN. Rien. Ils étaient invisibles. Ce qui était bon signe, Nolan apparut, poussé par le ravisseur. Il était sale, blessé, mais vivant. Leurs regards se croisèrent, et Louis vit dans les yeux de son fils un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Papa, n'écoute pas Hugo, il va nous... » Un coup de crosse le fit taire. Louis serra les poings, luttant contre l'envie de se jeter sur le ravisseur. « Voilà votre fils, » dit Hugo. « Maintenant l'argent. D'abord vous le détachez. » « Non, d'abord l'argent. » Louis hésita. Il devait gagner du temps, mais sans éveiller les soupçons d'Hugo. « Je veux vérifier qu'il va bien. Il va très bien. La mallette, maintenant. »« Papa, c'est un piège, » cria Nolan. « Il va nous tuer. » Cette fois, Hugo lui-même frappa le jeune homme avec la crosse de son pistolet. Nolan s'effondra, un filet de sang coulant de son front. « Fils de pute !» Louis fit un pas en avant, mais les armes se braquèrent sur lui. « Du calme, papa poule. Donnez-moi cette mallette ou je lui explose la cervelle. » Louis n'avait plus le choix. Il s'avança et tendit la mallette à Hugo. Celui-ci l'ouvrit, examina rapidement les liasses de billets et sourit. « Parfait, maintenant, on va pouvoir régler les derniers détails. » Hugo sortit son pistolet et le pointa vers Louis. « Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser repartir? Vous avez votre argent? Relâchez-nous. » « Désolé, vous en savez trop sur mes affaires. » Au même moment, une balle de sniper traversa la nuit et atteignit un des complices d'Hugo en pleine tête.
L'homme s'effondra sans un bruit. Qu'est-ce que... Hugo pivota, cherchant d'où venait le tir. C'était l'occasion que Louis attendait. Il se jeta sur Hugo, tentant de lui arracher son arme. Les deux hommes roulèrent au sol, luttant pour le contrôle du pistolet. Le deuxième complice paniqua et tira en direction de Nolan. La balle siffla près de l'oreille du jeune homme, qui profita de la confusion pour rouler derrière un tas de bois. Partout autour de la ferme, les hommes du GIGN surgissaient de l'ombre. Des ordres fusaient, des lampes torches balayaient la cour. L'opération était lancée. Louis et Hugo continuèrent de se battre. Le trafiquant était plus jeune et plus fort, mais Louis était motivé par 25 ans de culpabilité et l'amour pour son fils. Il parvint à saisir le poignet d'Hugo et à redresser le canon de l'arme. « Tu vas crever, Vernier. » Hugo tentait de retourner l'arme vers Louis. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Leurs souffles se mêlèrent dans l'effort. Soudain, Hugo parvint à libérer sa main droite et frappa Louis au visage. Étourdi, celui-ci relâcha sa prise. Hugo se dégagea et roula sur le côté, pointant son arme vers Nolan qui tentait de se libérer de ses liens. « Si je dois mourir, le gosse meurt avec moi. » Le temps se suspendit. Louis vit le doigt d'Hugo se crisper sur la détente. Il vit son fils, son enfant retrouvé, qui allait mourir à cause de lui. Sans réfléchir, Louis se jeta entre l'arme et Nolan. La détonation déchira la nuit. La balle destinée à Nolan atteignit Louis en pleine poitrine. Il s'effondra, le souffle coupé, sentant la vie s'échapper de lui par cette blessure béante. « Papa !» Nolan avait réussi à se libérer et rampait vers son père. Hugo, fou de rage, rechargea son arme pour achever Louis. Mais cette fois, les snipers du GIGN ne le ratèrent pas. 3 balles l'atteignirent simultanément, mettant fin à ses jours avant qu'il puisse tirer de nouveau. « Papa, papa, reste avec moi !» Nolan pressait ses mains sur la blessure de Louis. Tentant d'arrêter l'hémorragie, Louis sentait ses forces l'abandonner. Sa vision se troublait, mais il pouvait encore voir le visage de son fils penché sur lui, ce visage qu'il avait appris à aimer en quelques jours, ce garçon qu'il venait de sauver au prix de sa propre vie. Sophie arrivait en courant, escortée par les hommes du GIGN. Elle s'agenouilla près de Louis, les larmes aux yeux. « Louis, tiens bon, les secours arrivent. » Sophie, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Pardonne-moi, pour tout. Ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. » Louis tourna la tête vers Nolan. « Mon fils, je suis fière de toi. Prends soin de ta mère. Papa, ne me laisse pas. Je viens de te retrouver. Je t'aime. » Louis chercha la main de Sophie. « Je vous aime, tous les deux. » Ses yeux se fermèrent. Sophie prit son pouls, désespérée. Il est encore vivant. Où sont les putains d'ambulances? Au loin, les sirènes se rapprochaient. Les secours arrivaient. Mais serait-il à temps? Nolan tenait la main de son père, refusant de croire qu'il puisse le perdre maintenant. Pas après ce sacrifice, pas après cette preuve d'amour ultime. « Batte-toi, papa », murmurait-il. « Batte-toi pour nous. » Dans le sang et la poussière de cette ferme abandonnée, une famille se retrouvait enfin. Mais à quel prix? L'avenir de Louis Vernier se jouait maintenant entre les mains des médecins et dans le cœur de ceux qui venaient d'apprendre ce que signifiait vraiment l'amour paternel. Les néons de l'hôpital Édouard Herriot baignaient les couloirs d'une lumière blanche et froide. Cela faisait 3 semaines que Louis luttait entre la vie et la mort. 3 semaines d'angoisse où Sophie et Nolan n'avaient pratiquement pas quitté son chevet. La balle avait traversé le poumon droit, effleuré l'aorte et provoqué une hémorragie interne massive. 3 opérations, des litres de sang transfusés, des nuits d'agonie où les médecins ne donnaient pas cher de sa peau. Mais Louis s'accrochait, porté par une volonté farouche de vivre, de rattraper le temps perdu. « Les derniers examens sont encourageants », annonça le docteur Moreau en refermant le dossier médical. « Monsieur Vernier est définitivement hors de danger. Il lui faudra encore quelques semaines de rééducation, mais il s'en sortira sans séquelles. » Nolan ferma les yeux, submergé par le soulagement. À côté de lui, Sophie pleurait en silence, toute la tension accumulée s'évacuant d'un coup. « Quand pourra-t-on lui parler ?» demanda le jeune homme. « Il est conscient depuis ce matin. Vous pouvez y aller, mais pas trop longtemps. Il a encore besoin de repos. » Dans la chambre 412, Louis les accueillit avec un sourire faible mais sincère. Il était pâle, amaigri, mais ses yeux brillaient de cette flamme qui ne l'avait jamais quitté. « Mon fils !» Sa voix était rauque, abîmée par l'intubation. «
Tu vas bien ?» Nolan s'approcha du lit, ému. « C'est moi qui devrais te demander ça. Tu nous as fait une de ces peurs. J'ai cru que j'allais te perdre avant d'avoir eu le temps de te connaître vraiment. Maintenant, tu as tout le temps du monde. » Nolan prit la main de son père. « On a tout le temps du monde. » Sophie s'approcha à son tour, plus timide. Ces 3 semaines d'attente les avaient rapprochés, elle et Louis, sans qu'ils osent vraiment se l'avouer. « Sophie », Louis tourna la tête vers elle. « Merci d'être restée. Où voulais-tu que j'aille ? Tu as sauvé mon fils, notre fils. J'ai failli vous faire tuer tous les deux avec ma maladresse. Tu as aussi empêché qu'Hugo nous fasse du mal avant ça. » Sophie s'assit sur la chaise près du lit. « Et tu as pris une balle pour protéger Nolan. Personne n'oubliera jamais ça. » Louis sourit. « J'espère juste que ça rachète un peu mes erreurs passées. » « Papa ?» Nolan serra sa main plus fort. « Tu n'as plus rien à racheter, ce que tu as fait dans cette ferme. Ça prouve qui tu es vraiment. » Un silence ému s'installa. Dehors, Lyon s'éveillait sous un soleil de novembre. La vie reprenait ses droits, plus belle et plus précieuse qu'avant. « Au fait, » dit Louis en esquissant un sourire malicieux, « j'ai eu de la visite hier. »« Ah oui ?» Sophie fronça les sourcils. « Allez. »« Qui ça ? » ?»« Mon avocat. Et aussi, les représentants de ma chère épouse. » Nolan et Sophie échangèrent un regard inquiet. Depuis l'enlèvement, Victoire était restée étrangement discrète. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Sophie. « Le divorce et ma fortune ?» Évidemment. Louis eut un rire qui déclencha une quinte de tout. « Ce qu'elle ne sait pas, c'est que mes enquêteurs ont découvert son petit jeu avec Hugo. Son petit jeu. C'est elle qui a révélé l'identité de Nolan à Hugo. Elle qui a orchestré l'enlèvement. » La voix de Louis se durcit. « Elle pensait me ruiner et se débarrasser de vous en même temps. » Sophie pâlit. « Cette garce. Elle a voulu faire tuer son propre beau-fils. Ex-beau-fils. Maintenant, les preuves sont accablantes. Elle va passer quelques années en prison pour complicité d'enlèvement et tentative de meurtre. » Nolan secoua la tête. Incrédule. « Comment peut-on être aussi méchant ? La cupidité rend les gens fous, mon fils. Heureusement, cette histoire est derrière nous maintenant. » Sophie prit la main libre de Louis. « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Louis la regarda intensément. « Ça dépend de vous deux. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sophie. Louis hésita, cherchant ses mots. « Ces 3 semaines à te voir veiller sur moi, à voir comme tu t'occupes de Nolan. J'ai réalisé ce que j'avais perdu il y a 25 ans. Ce que j'avais été assez stupide pour abandonner. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Louis, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Je sais que les mots ne suffiront jamais à effacer le mal que je t'ai fait. Mais si tu veux bien me laisser une chance... » « Si vous voulez bien me laisser une chance, à tous les deux. »« Une chance de quoi ?» murmura Sophie. « D'être enfin la famille qu'on aurait dû être depuis le début. » Nolan regardait ses parents, ému par cette déclaration qu'il espérait depuis qu'il avait découvert la vérité. « Maman !» Sophie ferma les yeux. 25 ans de rancœur contre quelques semaines de redécouverte. 25 ans de solitude contre la possibilité d'un nouveau bonheur. Le choix était-il vraiment difficile ? « Tu es sûre de ce que tu dis ?» demanda-t-elle à Louis. « Parce que moi, je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus l'âge de jouer avec mes sentiments. J'en suis certain, plus certain que je ne l'ai jamais été de rien. » Sophie sourit à travers ses larmes. « Dans ce cas, oui, on peut essayer. » Louis serra sa main, les yeux brillants d'émotion. Nolan se pencha et les prit tous les deux dans ses bras, formant leur première étreinte de famille. « Je vous aime, » murmura Louis. « Je vous aime tous les deux, et je ne vous laisserai plus jamais tomber. » Épilogue. 6 mois plus tard, la propriété des Verniers en Provence baignait dans la lumière dorée du couchant. Louis, enfin remis de ses blessures, arrosait les rosiers que Sophie avait plantés au printemps. Sa convalescence lui avait appris la patience, le goût des plaisirs simples qu'il avait oubliés dans sa course effrénée aux affaires. « Papa, maman, venez voir ça. » Nolan arrivait en courant depuis la maison, brandissant une lettre officielle. À 26 ans, il rayonnait de cette joie de vivre qu'on ne trouve que chez ceux qui ont frôlé la mort et découvert le prix de l'existence. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie en s'essuyant les mains sur son tablier. « L'autorisation pour ma société de transport écologique, c'est officiel, je peux me lancer. » Louis sourit. Le projet de Nolan lui tenait à cœur. Créer une entreprise de transport utilisant uniquement des véhicules électriques,
une façon de racheter les erreurs du passé en construisant un avenir plus propre. « Félicitations, mon fils, tu l'as mérité. » Sophie embrassa Nolan, fière de voir son enfant réaliser ses rêves. « Ton père et moi, on sera tes premiers investisseurs. Mes premiers investisseurs et mes premiers clients, » corrigea Louis. « J'ai déjà signé un contrat pour tous les transports du groupe Vernier. » Nolan secoua la tête. « Amusé. Vous allez me gâter. C'est bien notre intention, » dit Sophie en riant. Ils rentrèrent tous les trois vers la maison. Cette belle demeure provençale que Louis avait achetée pour recommencer sa vie, fini les appartements parisiens glacés, fini le train de vie ostentatoire. Il avait découvert le bonheur dans la simplicité, dans l'amour de ceux qui comptent vraiment. Au salon, les photos de leur nouvelle vie s'alignaient sur la cheminée. Louis et Sophie le jour de leur mariage civil, Nolan remettant son diplôme de gestion, leur premier Noël ensemble, autant d'instants précieux qui effaçaient peu à peu les années de séparation. « Au fait, » dit Sophie en servant l'apéritif, « j'ai appelé le notaire aujourd'hui. Les papiers de divorce de Louis sont définitivement signés. »« Et Victoire ?» demanda Nolan. « 3 ans ferme pour complicité d'enlèvement, » répondit Louis sans émotion. « Elle ne nous embêtera plus. » Ils trinquèrent en silence, conscients que cette page sombre de leur histoire était enfin tournée, plus tard dans la soirée, alors que Nolan était parti rejoindre des amis en ville. Louise et Sophie se retrouvèrent seules sur la terrasse. Les cigales chantaient, les étoiles brillaient, et la paix régnait enfin sur leur petit monde. « Tu regrettes parfois ?» demanda Sophie en se blottissant contre Louis. « Quoi donc ? Ta vie d'avant, le luxe, le pouvoir, tout ça. » Louis resserra ses bras autour d'elle. « Comment peut-on regretter une vie vide quand on a enfin trouvé le bonheur ? Même si ça a pris 25 ans. Même si ça a pris 25 ans. L'important, c'est qu'on soit ensemble maintenant. » Sophie leva la tête vers lui. « Je t'aime, Louis Vernier. »« Moi aussi, je t'aime, Sophie Caron, pour l'éternité. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, conscients que les épreuves traversées avaient rendu leur amour plus fort, plus précieux. Quelque part dans la maison, une photo les montrait tous les 3 souriants. Heureux, enfin réunis, car parfois, il suffit d'un hasard sur une aire d'autoroute pour que les destins se retrouvent. Et parfois, l'amour est assez fort pour racheter toutes les erreurs du passé. Leur histoire se terminait là où elle aurait dû commencer. Dans l'amour, le pardon et l'espoir d'un avenir meilleur.